Une pilule pour la tension le matin, une autre pour le cœur le soir, une troisième pour les articulations après le déjeuner. Cette scène vous est familière, mais êtes-vous sûr de le faire correctement? Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs discrètes, mais très dangereuses dans la prise de médicaments que nos parents et grands-parents commettent souvent. Et croyez-nous, certaines d'entre elles vont véritablement vous surprendre. Restez avec nous pour découvrir comment une habitude, à première vue anodine, peut entraîner de graves conséquences, et bien sûr comment les éviter. Avec l'âge, le nombre de médicaments prescrits a tendance à augmenter. Parfois, une seule personne se retrouve avec un véritable cocktail de pilules, et gérer cet orchestre de traitement devient de plus en plus complexe. Le problème n'est pas que les gens cherchent délibérément à se nuire. Le plus souvent, les erreurs surviennent à cause de la fatigue, d'oubli ou d'un simple manque de compréhension. Découvrons ensemble ces pièges, un par un. Alors, l'erreur numéro 1, et c'est sans doute la plus courante, c'est l'auto-ajustement de la posologie. Ça paraît anodin, non? On se sent mieux, la tension est normale. À quoi bon prendre un comprimé entier? Une moitié suffirait, non? Avouez qu'il y a une certaine logique, mais c'est un piège redoutable. Il faut voir le médicament non pas comme une baguette magique qui guérit tout d'un coup, c'est plutôt un coach qui maintient la maladie sous contrôle en permanence. Dès que l'on relâche l'effort et réduit la posologie, la maladie peut reprendre le dessus. La tension remontera en flèche et potentiellement plus fort qu'avant. L'inverse est également vrai. On a l'impression que le médicament n'agit pas. Et là, une idée brillante surgit. Si un comprimé ne suffit pas, autant en prendre 2. Mais le corps n'est pas un moteur qu'on peut remplir de plus de carburant. Augmenter la posologie sans avis médical peut entraîner une intoxication et de graves effets secondaires. Le médecin ajuste la posologie en tenant compte de votre poids, de votre âge et de votre état de santé. C'est un équilibre subtil, le rompre, c'est s'aventurer sur un champ de mine. Retenez bien ceci, seul un médecin est habilité à modifier la posologie. Passons à la deuxième erreur, souvent le fruit d'un simple oubli, l'omission d'une prise de médicaments. Le téléphone sonne, les petits-enfants débarquent, on se laisse happer par une série captivante, et hop, le moment est passé. La pilule, elle, est restée bien sagement dans son alvéole. On pourrait se dire, qu'y a-t-il de si grave? Ce n'est qu'une fois, je la prendrai demain comme d'habitude. Mais en réalité, c'est bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Imaginez que pour qu'un traitement soit vraiment efficace, il est crucial de maintenir une concentration constante et stable du médicament dans votre sang. C'est un peu comme entretenir un feu de camp. Il faut y jeter du bois régulièrement. Vous manquez une prise et votre feu thérapeutique commence à s'éteindre. Pour certains médicaments, comme les antibiotiques ou les traitements cardiaques, même un seul oubli peut réduire à néant tous les efforts consentis jusque-là. La maladie en profite pour souffler et risque de contre-attaquer avec plus de force. Ce n'est donc pas une simple distraction, c'est une véritable rupture d'un processus de soins essentiel qui peut avoir des conséquences fâcheuses, voire graves. Cela nous amène tout naturellement à la troisième erreur, une erreur qui découle d'ailleurs directement de la précédente. Que faire si, malgré tout, on a oublié de prendre son comprimé? La réponse spontanée, en prendre 2 d'un coup lors de la prise suivante pour rattraper le temps perdu. Cela peut sembler logique, mais c'est l'une des idées les plus dangereuses qui puissent vous venir à l'esprit. Imaginez que vous arrosiez une plante. Si vous avez oublié de le faire hier, vous n'allez pas lui verser 2 seaux d'eau aujourd'hui, n'est-ce pas? Au contraire, vous risqueriez de le noyer et ses racines finiraient par pourrir. Pour votre organisme, c'est exactement la même chose. Une double dose n'est pas une compensation. C'est un choc violent et toxique pour votre foie, vos reins et votre cœur. C'est ce qu'on appelle un surdosage, et ses conséquences peuvent être bien pires qu'un simple oubli de prise. Dans la plupart des cas, la bonne approche est de simplement continuer le traitement selon le schéma habituel, comme si l'oubli n'avait jamais eu lieu. En cas de doute, surtout avec des médicaments importants, il est impératif d'appeler votre médecin pour lui demander conseil. Mais ne jamais, vous m'entendez, jamais doubler la dose de votre propre initiative. C'est un chemin direct vers l'hôpital et non vers la guérison. Et voici la quatrième erreur. Celle qui semble la plus anodine, c'est la question du timing. L'ordonnance indique noir sur blanc à prendre le matin. Mais le matin, c'est vaste.
Il peut commencer à 7 heures comme à 11 heures. Et il arrive qu'on soit tellement débordé le matin qu'on prenne son comprimé le soir avant de dormir. Quelle différence, me direz-vous? Énorme! Notre organisme n'est pas qu'un simple ensemble d'organes. C'est un système d'une complexité incroyable qui fonctionne selon ses propres horloges internes ou rythmes circadiens. Le matin, nous avons certains niveaux d'hormones, le soir, d'autres. La pression artérielle et le pouls varient également tout au long de la journée. C'est pourquoi les médecins prescrivent les médicaments en tenant compte de ces biorhythmes. Par exemple, un comprimé contre l'hypertension, pris le matin, agit précisément pendant les heures où le risque de problèmes cardiovasculaires est le plus élevé. Quant aux médicaments pour réduire le cholestérol, il est souvent prescrit pour le soir, car c'est pendant la nuit que le foie le produit le plus activement. En décalant la prise à un moment plus pratique, vous risquez tout simplement que le médicament ne tombe pas dans la bonne phase de fonctionnement de votre organisme et que son efficacité soit réduite considérablement. C'est comme arriver à une réunion importante une fois que tout le monde est parti. Vous êtes bienvenu, mais votre présence n'a plus aucune utilité. La 5e erreur. Elle figure pourtant sur la notice de chaque médicament, mais elle est curieusement la plus souvent ignorée. Il s'agit du lien entre la prise du médicament et l'alimentation. Les expressions « avant le repas »,« pendant le repas » ou « après le repas » ne sont pas de simples recommandations des pharmaciens. Elles constituent une condition essentielle au bon fonctionnement du traitement. Imaginez l'estomac comme une sorte de laboratoire chimique. Pour être correctement absorbés, certains médicaments ont besoin d'un environnement acide qui se crée justement après un repas. D'autres, à l'inverse, sont détruits par les sucs gastriques. Ils doivent être pris à jeun pour qu'ils filent plus rapidement vers l'intestin. Et enfin, certains ont besoin d'être accompagnés de nourriture pour atténuer leur effet irritant sur la muqueuse de l'estomac. Par exemple, prendre de l'aspirine à jeun est le meilleur moyen de se provoquer une gastrite. Quant à prendre un comprimé non pas avec de l'eau, mais avec du jus de pamplemousse, c'est carrément provoquer un véritable chaos dans l'organisme. Ce jus peut en effet multiplier l'effet de certains médicaments, entraînant une surdose. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette petite indication, prenez-la avec tout le sérieux qu'elle mérite. De cela dépendent non seulement l'efficacité, mais aussi la sécurité de votre traitement. Très bien, le mode d'emploi des médicaments, c'est réglé. Maintenant, penchons-nous sur votre armoire à pharmacie. L'erreur numéro 6 concerne l'endroit où vous rangez vos médicaments. Le lieu le plus populaire, mais aussi le moins approprié pour cela, c'est la salle de bain. Certes, l'eau est toujours à portée de main pour avaler un comprimé. Pratique. Mais la salle de bain, c'est comme une petite jungle tropicale. L'humidité constante et les brusques variations de température sont les pires ennemis de la plupart des médicaments. Sous leur influence, les comprimés peuvent s'humidifier, modifier leur composition, perdre leur efficacité, voire devenir toxiques. Imaginez votre pilule pour le cœur qui se transforme en un morceau de craie inoffensif, ou, pire encore, en un cocktail chimique imprévisible. L'endroit idéal pour votre pharmacie familiale est un lieu sec, sombre et frais, loin des rayons du soleil et des sources de chaleur comme les radiateurs. Par exemple, un placard dans une chambre ou un débarras. La conservation des médicaments est une étape du traitement tout aussi cruciale que leur prise. Ne transformez pas votre salle de bain en cimetière pour des traitements coûteux et essentiels. La 7e erreur, directement liée à la conservation des médicaments, est de négliger leur date de péremption. On pourrait se dire, ce n'est qu'un comprimé périmé d'1 mois ou même de 2. Il n'a pas tourné comme le lait, il n'est pas moisi, son aspect est exactement le même. Alors pourquoi ne pas le prendre? Pourtant, cette logique peut être très dangereuse. La date de péremption sur l'emballage n'est pas un simple argument commercial pour vous inciter à renouveler plus souvent vos achats de médicaments. C'est la garantie du fabricant que, pendant cette période, le médicament conserve 100% de son efficacité et de sa sécurité. Une fois cette date passée, personne ne peut garantir ce qu'il adviendra du principe actif. Il peut simplement se désintégrer et se transformer en un simple placebo. Dans le meilleur des cas, vous ne ressentirez aucun effet thérapeutique, et dans le pire des cas,
Les produits de sa dégradation peuvent s'avérer nocifs, voire toxiques pour votre organisme. Prendre un médicament périmé, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre santé. C'est pourquoi il est essentiel de faire régulièrement le tri dans votre armoire à pharmacie et de vous débarrasser sans pitié de tout ce qui a fait son temps. Voici la 8e erreur, celle qui se cache derrière le fameux « au cas où ça pourrait servir un jour ». Il s'agit de la mauvaise habitude de conserver de vieux stocks de médicaments, souvent prescrits il y a belle lurette par le médecin, et depuis longtemps, périmés ou inutiles. Le traitement antibiotique est terminé, mais il reste 3 comprimés dans la boîte. Votre toux a disparu grâce à ce sirop, mais la moitié de la bouteille traîne encore. C'est dommage de jeter, n'est-ce pas? Alors tout ce trésor se retrouve stocké dans la trousse à pharmacie pour les coups durs. Le danger est double. Premièrement, en cas de symptômes similaires la prochaine fois, la tentation est grande de s'auto-médicamenter et de prendre ce qui a marché la dernière fois, au lieu d'aller consulter un professionnel de santé. Or, les symptômes peuvent être similaires, mais la maladie, elle, peut être totalement différente. Deuxièmement, au fil du temps, votre armoire à pharmacie se remplit d'une telle quantité de boîtes et de flacons en tout genre qu'il est facile de s'y perdre. Dans la précipitation ou en cas de mauvais éclairage, on peut par mégarde saisir le mauvais emballage et ingérer un médicament inadapté, voire dangereux. Votre pharmacie familiale se doit d'être ordonnée et pertinente. Elle ne devrait contenir que les médicaments que vous prenez actuellement sur prescription médicale ainsi que le nécessaire de base pour les premiers soins. Tout le reste n'est qu'un encombrement superflu qui sème la confusion et peut vous pousser à une automédication risquée. La 9e erreur est une erreur purement intellectuelle. Elle découle de cette certitude que nous savons déjà tout, et mieux que quiconque. C'est le refus si banal de lire la notice. Soyons honnêtes, qui lit vraiment ces longs pavés rédigés en tout petits caractères? Le médecin a bien dit, un comprimé 2 fois par jour. Quoi de plus? Pourtant, il y a énormément à savoir. C'est justement dans la notice que se cache toute l'information capitale. Par exemple, la rubrique sur les interactions médicamenteuses. Vous ne soupçonnez peut-être même pas que votre traitement contre l'hypertension est totalement incompatible avec le simple antidouleur que vous prenez pour soulager vos maux de tête, ou qu'il ne faut pas le prendre avec de la vitamine C, et la rubrique sur les effets indésirables. Elle n'est pas là pour vous faire peur, mais pour que vous sachiez à quoi prêter attention. Si, après la prise du comprimé, une éruption cutanée apparaît ou que vous ressentez des vertiges, vous saurez que ce n'est pas un simple hasard, mais une réaction possible aux médicaments, et qu'il est urgent d'en informer votre médecin. Ignorer la notice, c'est comme partir à l'aventure dans un pays inconnu sans carte. Vous pourriez arriver à destination, mais vous risquez de vous égarer et de vous attirer de sérieux ennuis. La 10e erreur, c'est de trop se fier à sa propre mémoire. Ce n'est rien à retenir, juste 3 comprimés, un blanc le matin, un jaune le midi, un bleu le soir. À première vue, tout semble simple, mais ajoutez à cela un autre comprimé à prendre un jour sur 2, ou des gouttes à administrer toutes les 4 heures. La mémoire, que ce soit celle d'une personne âgée ou la nôtre, est loin d'être infaillible. Une distraction, la fatigue, une mauvaise nuit, et la question lancinante surgit. Ai-je pris mon comprimé du matin aujourd'hui ou non? Et c'est le début des hésitations. Prendre une autre dose et risquer un surdosage, ou sauter la prise et se retrouver sans traitement. Pour éviter ce casse-tête quotidien, il existe une invention simple et ingénieuse, le pilulier ou organiseur de médicaments. En répartissant tous vos médicaments dans les compartiments pour une semaine, vous saurez toujours exactement quoi prendre et à quel moment. Une case vide signifie que le médicament a été pris. Une case pleine, il est temps de le prendre. Cela réduit l'anxiété, élimine les erreurs et simplifie considérablement la vie. Ne vous fiez pas à votre mémoire quand il s'agit de votre santé. Faites confiance au système. Passons à la 11e erreur, et celle-ci ne concerne pas les médicaments, mais la communication. Il s'agit d'un obstacle à la bonne communication avec le médecin. Imaginez la situation. Une personne âgée est en consultation. Le médecin parle vite, utilise des termes médicaux complexes. Le patient, en raison de problèmes d'audition, n'entend pas tout ou ne comprend tout simplement pas certains points. Mais il n'ose pas reposer de questions. Il ne veut pas paraître stupide, ni faire perdre un temps précieux au docteur.
Il se contente de hocher la tête, fait semblant d'avoir tout compris, et quitte le cabinet complètement désemparé. Alors, ce comprimé, c'est avant ou après le repas, et qu'a-t-il dit des effets secondaires? En fin de compte, le protocole de traitement, pourtant si minutieusement élaboré par le médecin, s'effondre à cause d'un simple malentendu. Il n'y a aucune honte à reposer une question, à demander une précision, ou à demander à ce que le protocole de prise soit noté sur un papier, en gros caractères lisibles. Un bon médecin sera toujours compréhensif et à l'écoute. La santé est un domaine où la gêne et les non-dits n'ont pas leur place. Mieux vaut paraître un peu insistant au cabinet du médecin que de devoir ensuite faire face seul aux conséquences d'un traitement mal suivi. La 12e erreur découle directement de la précédente. Quand on n'a pas reçu d'instructions claires de son médecin, on va chercher conseil, mais où? Exactement, sur Internet ou auprès de la voisine, la fameuse tante Matcha. On appelle ça la consultation chez Dr Google et les remèdes de grand-mère. Sur les moteurs de recherche, pour n'importe quel symptôme, vous trouverez des centaines d'articles et de forums où des personnes expérimentées partagent leur réussite. Ah, moi, pour la tension, la teinture d'ail, ça a été miraculeux. Et moi, toute cette chimie, je n'en veux pas, je me soigne uniquement avec du plantain. Quant à la voisine, elle sera ravie de vous proposer les comprimés qui, selon elle, l'aident tellement bien. Le danger de ces conseils, ils ne tiennent absolument pas compte de votre situation personnelle. Un médicament parfaitement adapté à une personne peut se révéler être un véritable poison pour une autre. Quant aux remèdes de grand-mère, même s'ils semblent inoffensifs, ils peuvent interagir négativement avec votre traitement de base. Internet et les voisins, c'est formidable pour échanger des recettes de gâteaux ou des astuces, mais absolument pas pour soigner des maladies graves. La seule source fiable d'informations concernant votre santé, c'est votre médecin traitant. Lui seul possède votre dossier médical complet et connaît votre historique. Tout le reste, c'est une loterie, et c'est votre vie qui est en jeu. L'erreur numéro 13 est un pur produit de l'ère du marketing. Il s'agit de cette foi aveugle dans les remèdes miracles promis par la publicité. La télévision et Internet regorgent d'offres alléchantes. Un traitement innovant pour les articulations du professeur Ivanov, une tisane unique pour purifier les vaisseaux et retrouver votre jeunesse. La publicité promet une guérison rapide de toutes les maladies, sans effets secondaires et sans avoir besoin de consulter un médecin. Et malheureusement, de nombreuses personnes âgées, désespérées de trouver une solution efficace, tombent dans le panneau. Elles commandent ces coûteux produits inefficaces et commencent à les prendre en même temps que les médicaments prescrits par leur médecin. Dans le meilleur des cas, elles gaspillent simplement leur argent. Mais dans le pire, la composition de ces remèdes miracles est inconnue et imprévisible. Ils peuvent contenir des composants qui affaiblissent l'action du médicament principal ou, au contraire, l'amplifient dangereusement. Ils peuvent aussi provoquer des allergies et d'autres réactions indésirables. Retenez bien ceci. Si un remède universel contre toutes les maladies existait, il ne serait pas annoncé à la télévision entre 2 épisodes de série. Il serait déjà disponible dans tous les hôpitaux. Ne faites pas confiance aux promesses publicitaires, faites confiance à votre médecin. La 14e erreur est l'automédication et le mélange spontané de médicaments. Imaginez une personne qui prend ses traitements habituels pour la tension et le diabète. Si, soudain, elle a mal à la tête, que fait-elle? Elle ouvre son armoire à pharmacie et prend le premier antidouleur qui lui tombe sous la main. Ou si une légère fièvre apparaît, elle opte pour un antipyrétique. Le tout sans arrière-pensée, car ce sont, après tout, des médicaments simples, vendus sans ordonnance et présents dans tous les foyers. Mais cette simplicité est trompeuse. L'organisme d'une personne âgée qui prend plusieurs médicaments est un système chimique complexe. L'ajout d'un composant supplémentaire, même le plus anodin en apparence, peut provoquer une réaction en chaîne. Par exemple, certains antidouleurs courants peuvent faire monter la tension artérielle, annulant ainsi l'effet des traitements antihypertenseurs. D'autres fluidifient le sang et, en association avec des anticoagulants déjà prescrits, cela peut entraîner des hémorragies. Absolument tout nouveau médicament, même des gouttes nasales ou un sirop contre la toux, doit être discuté avec le médecin traitant.
Lui seul connaît l'intégralité de votre dossier médical et peut déterminer si ce mélange est sans danger dans votre cas particulier. Nous voici arrivés à la 15e erreur, particulièrement insidieuse, car elle se déguise en un geste bienveillant pour notre santé. Il s'agit de l'engouement pour les inoffensives herbes et les compléments alimentaires. Dans l'esprit de beaucoup, l'idée reçue est la suivante. Tout ce qui est naturel est bon pour la santé et ne peut pas nuire. Un extrait de ginseng pour la vitalité, du millepertuis contre la mélancolie, des gélules d'ail pour les vaisseaux. Cela semble parfait, n'est-ce pas? Cependant, naturel ne rime pas toujours avec sûr. Les herbes et les compléments alimentaires ne sont pas de simples aliments. Ce sont des substances qui interagissent très activement avec la biochimie de notre organisme. Et elles peuvent interagir de manière totalement imprévisible avec les médicaments prescrits par votre médecin. Par exemple, le millepertuis, réputé pour ses vertus antidépressives naturelles, peut considérablement réduire l'efficacité de certains médicaments pour le cœur, des anticoagulants et même des pilules contraceptives. Quant au pamplemousse, pourtant perçu comme inoffensif, et ses extraits, ils peuvent multiplier l'effet des statines, entraînant des lésions musculaires toxiques. La règle est donc la même que pour les médicaments. Avant de prendre la moindre tisane ou un complexe vitaminique, consultez impérativement votre médecin. Votre santé est un système trop délicat pour y mener des expériences incontrôlées. La 16e erreur, c'est d'endurer en silence. Quelqu'un commence un nouveau médicament et ressent des symptômes désagréables, nausées, vertiges, bouche sèche ou éruption cutanée. Que pense-t-il? Ah, c'est probablement normal. Mon corps s'adapte. Ou encore, je vais supporter, ça passera tout seul. Je ne vais quand même pas déranger le médecin pour une telle bagatelle. C'est un comportement héroïque, mais totalement inapproprié. Les effets secondaires, ce n'est pas normal. C'est un signal de votre corps indiquant que quelque chose ne va pas. Peut-être que la posologie est mal adaptée. Peut-être que ce médicament précis ne vous convient pas et provoque une intolérance individuelle. Ou encore, c'est peut-être le signe d'une réaction allergique grave nécessitant une intervention immédiate. Endurer et garder le silence dans une telle situation, c'est risquer sa santé. Votre médecin doit être informé de tous les changements de votre état de santé, même les plus insignifiants à vos yeux. C'est la seule façon pour lui d'ajuster le traitement à temps, remplacer le médicament, modifier la dose ou prescrire une thérapie d'accompagnement. Votre corps vous parle, n'ignorez pas ces signaux. 17e erreur. Rien de surprenant ici, direz-vous, mais elle n'en reste pas moins redoutable. Il s'agit de l'association des médicaments et de l'alcool. Chez de nombreux seniors, un petit verre de cognac pour l'appétit ou un verre de vin pour le cœur est un rituel bien ancré. Et pourtant, ils ne voient absolument aucun lien entre ce rituel et le comprimé qu'ils ont pris 1 heure plus tôt. Or, ce lien est direct et extrêmement dangereux. L'alcool, tout comme les médicaments, est métabolisé par le foie. Quand il se rencontre dans cet organe, le foie doit faire face à une charge double, voire triple, ce qui peut entraîner une atteinte toxique grave. De plus, l'alcool modifie de manière imprévisible l'action de la plupart des médicaments. Il peut démultiplier l'effet des somnifères ou des anxiolytiques, provoquant une dépression respiratoire. Il peut annuler l'action des traitements contre le diabète, entraînant une hyperglycémie brutale. Et en association avec certains antibiotiques ou antidépresseurs, l'alcool se transforme en un véritable poison. La règle est simple et n'admet aucune exception. Si vous suivez un traitement médical, l'alcool doit être totalement proscrit. Pas un petit peu, pas juste pour les fêtes. C'est non, ce n'est pas un prix à payer pour un plaisir si discutable. La 18e erreur revêt un caractère purement physique et mécanique, mais elle n'en est pas moins grave. Il s'agit des difficultés de manipulation. Avec l'âge, les doigts perdent leur dextérité d'antan, l'arthrite s'installe et la vue baisse. Ainsi, une tâche aussi simple qu'ouvrir un flacon muni d'un bouchon de sécurité se transforme en véritable épreuve. Ou encore, vouloir couper un comprimé en deux et le voir s'effriter entre les doigts, résultant non pas en 2 moitiés égales, mais en une poignée de poudre et de miettes. La frustration et l'agacement s'installent et la personne finit par prendre une dose approximative à l'œil
ou bien renonce purement et simplement à son traitement. Ceci entraîne un non-respect constant de la posologie, ce qui compromet l'efficacité de l'ensemble du traitement. Heureusement, ce problème a des solutions. Les pharmacies proposent des dispositifs spécifiques, des ouvre-flacons et des coupes comprimés précis. Si un proche a du mal à s'en sortir seul, il est judicieux de diviser tous les comprimés à l'avance et de les organiser dans les compartiments d'un pilulier. Ces petits gestes pratiques du quotidien peuvent influencer radicalement la précision et la régularité du traitement et par conséquent son succès. Le 19e point est directement lié au précédent et c'est une source de confusion très courante, la mauvaise vue. Imaginez une table où sont posées 3 ou 4 sortes de comprimés. Elles sont petites, souvent similaires en forme et en couleur, blanches, toutes rondes. Et les inscriptions sur les emballages sont imprimées en si petits caractères qu'on ne les déchiffre pas même avec une loupe. Dans une telle situation, confondre un médicament pour la tension artérielle avec un comprimé pour les brûlures d'estomac est un jeu d'enfant. Surtout le matin, quand on n'est pas encore complètement réveillé, ou le soir, dans un éclairage insuffisant. Les conséquences d'une telle erreur peuvent être dramatiques. La clé, c'est l'organisation. Ne stockez pas tous vos médicaments en vrac. Utilisez un pilulier avec des compartiments bien étiquetés en gros caractères. Vous pouvez coller des autocollants de couleur sur les flacons ou écrire le nom en gros avec un marqueur. Si possible, demandez à un proche de préparer vos médicaments à l'avance pour chaque prise. Malheureusement, la vue ne s'améliore pas avec l'âge. Notre objectif est donc de créer un système où toute erreur due à une mauvaise visibilité sera tout simplement impossible. Et voici la 20e erreur. C'est sans doute la plus complexe, car elle regroupe souvent plusieurs des précédentes. Elle porte un nom médical un peu compliqué, la polymédication. Pour faire simple, c'est la prise simultanée d'un trop grand nombre de médicaments. Imaginez une situation typique. Une personne âgée est suivie par un cardiologue pour son cœur, par un endocrinologue pour son diabète et par un rhumatologue pour ses articulations douloureuses. Chacun de ces médecins, excellent spécialiste dans son domaine, prescrit un traitement. Le cardiologue lui donne 3 médicaments, l'endocrinologue 2 et le rhumatologue encore 2. Pourtant, ils n'ont pas toujours connaissance des prescriptions de leurs confrères. Au final, le patient se retrouve avec une liste de 7, 8, voire 10 médicaments différents. Personne ne peut prédire comment toutes ces substances chimiques vont interagir dans l'organisme d'une seule personne. Cela se transforme en une véritable expérience chimique incontrôlée. C'est pourquoi la règle d'or est la suivante. Une personne âgée devrait avoir un médecin principal, un généraliste ou un médecin de famille qui la suit en permanence. C'est lui qui doit être informé de toutes les prescriptions des spécialistes et ajuster l'ensemble du traitement en éliminant le superflu et en prévenant les combinaisons dangereuses. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus frappant dans tout ça ? L'erreur la plus grave, la plus fondamentale, ce n'est aucune de celles que l'on vient de citer. C'est de penser que ça ne nous arrivera pas ou mes parents gèrent ça parfaitement. Bien souvent, les problèmes naissent justement de notre manque d'attention. On voit un proche prendre une poignée de médicaments, mais on ne se pose pas la question qui supervise réellement ce processus. On achète nous-mêmes, à la pharmacie, des vitamines miracles ou un complément pour les articulations, sans jamais se demander comment cela va interagir avec le traitement de fond. Et c'est là le paradoxe. Parfois, en voulant bien faire, on devient involontairement complice de ses erreurs. Prendre conscience que la responsabilité ne repose pas seulement sur la personne âgée elle-même, mais aussi sur sa famille, ça change tout. La conclusion est simple. La sécurité de nos proches n'est pas seulement l'affaire des médecins, c'est aussi la nôtre, celle de toute la famille. Une simple discussion, l'aide à l'organisation d'un pilulier ou un rendez-vous commun chez le médecin peuvent prévenir de graves problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est important pour nous de savoir que ce sujet vous intéresse et vous touche. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont les erreurs que vous ou vos proches avez rencontrées parmi celles-ci ? Partagez vos témoignages dans les commentaires, cela pourra aider d'autres personnes